Cela a commencé en plein Paris, l'hiver dernier. Juste en bas de chez moi, des campements de réfugiés sont apparus. D'abord localisés autour du métro Stalingrad, ils se sont rapidement étendus le long du terre-plein central de l'avenue de Flandre. C'était le plus souvent des matelas à même le sol et des abris de fortune, comme si la tragédie africaine se jouait désormais sous nos fenêtres. Pendant quelques jours, des dizaines, peut-être des centaines de personnes sont demeurées là dans un dénuement total, sans interférer avec la vie quotidienne des habitants. Il y avait quelque chose d'incongru et de scandaleux dans la misère et la précarité où étaient ces gens, au cœur d'une des plus prospères cités d'Occident. Qui étaient ces jeunes hommes? D'où venaient-ils? Comment et pourquoi étaient-ils parvenus en bas de nos murs comme l'écume d'une gigantesque vague humaine? Les gens du quartier, les commerçants ne savaient pas trop. On n'osait pas interroger. À un moment, en traversant pour aller à la bibliothèque, mon regard a croisé un regard et une esquisse de conversation s'est engagée. Je lui ai demandé de quel pays il venait et il a répondu en anglais « du Soudan du Sud ». Il n'a pas eu le temps d'en dire plus car d'autres réfugiés l'ont interpellé et j'ai continué ma route. Plus tard, au même endroit, j'ai cherché des yeux si je revoyais ce visage, mais je ne l'ai pas retrouvé. À quelques jours de là, je suis parti pour les Pays-Bas et je me rappelle que les images du campement anarchique et de l'homme sud-soudanais ne me quittaient guère. Dans les paysages hivernaux de l'Europe du Nord, dans leur prospérité brumeuse et métallique, je songeais au soleil d'Afrique que fuyaient des peuples entiers. Je lisais comme tout le monde le récit de leur traversée périlleuse. Je voyais les images des raffiaux chargés de malheureux. Je compatissais à leurs souffrances. Mais je ne parvenais pas à me convaincre que leur exode massif vers des terres étrangères et peut-être peu hospitalières était une réponse adaptée à leurs souffrances. Fallait-il transporter l'Afrique en Europe? Était-ce la même chose d'accueillir des individus et des peuples entiers? On entendait aussi que le comportement de certains des leurs en Europe n'était pas toujours exemplaire. Que peu de ces jeunes hommes étaient de véritables réfugiés politiques. Devions-nous nous sentir responsables, solidaires, ou bien extérieurs à ce drame? Je me disais qu'à mon retour à Paris, il me faudrait rencontrer les gens du campement, peut-être les aider, en tout cas les comprendre. Seulement voilà, à mon retour, le paysage était redevenu normal. On avait installé des grilles autour du terre-plein central de l'avenue et sous le métro aérien pour prévenir une réinstallation sauvage. C'était comme s'il n'y avait rien eu. J'ai prêté davantage l'œil et l'oreille à ce que les médias disaient du Soudan du Sud. À dire vrai, je n'en savais pas grand-chose, son histoire se mêlant dans mon esprit à la tragédie du Darfour voisin. Ce dont je me souvenais était que ce pays s'était détaché du Soudan quelques années auparavant, qu'il avait obtenu son indépendance en 2011 après une guerre aussi meurtrière qu'interminable, et que cela m'avait alors semblé une bonne chose. Comment le plus jeune État de la planète, le Soudan du Sud, en est-il arrivé à se déchirer ainsi? Or, à peine 2 ans plus tard, une guerre civile d'une extrême cruauté s'était déclenchée entre des factions rivales à l'intérieur de la nation nouvelle, et elle durait encore. Ce qui paraissait dans la presse étaient des alertes sur la tragédie humanitaire en cours, les réfugiés par millions, les famines, le choléra, les viols systématiques et l'assassinat de travailleurs humanitaires. Au mois d'avril, je proposais à mon producteur de faire un documentaire sur le Soudan du Sud. Il trouva l'idée bonne et je commençai cette épopée vers le cœur des ténèbres. On trouve peu de livres en français sur le Soudan du Sud, presque tout est en anglais. Je pus cependant me faire une idée plus précise de ce qu'était ce territoire à mi-chemin entre le Caire et le Cap, plus grand que la France, enclavé entre le Soudan, la République centrafricaine, le Congo, l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie, peuplé d'à peine 12 millions d'habitants. En conséquence de la guerre civile, 2 millions d'entre eux étaient réfugiés dans les camps des pays frontaliers, d'autres au Soudan et des milliers dans les faubourgs du Caire. Je rendis visite en Essonne à Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de cette partie de l'Afrique. Ça veut dire le pays des Noirs, Soudan, en arabe. Donc il y a déjà dans le mot même un contenu intéressant, parce que c'est les Arabes qui ont donné leur nom à ce pays, mais en disant que c'est un pays des Noirs.
Donc les Noirs, c'est un terme générique comme ça. Et on notera que les Sud-Soudanais qui ont pris leur indépendance, ils ont gardé le nom Soudan, en disant « nous sommes des Soudanais comme les autres ». Et en fait, c'est nous les vrais Noirs, c'est pas eux. Donc il n'y a pas de raison que nous, on change de nom, on garde le nom Soudan, Soudan du Sud. Le Soudan du Sud n'est pas un espace vierge sur la carte, mais une des contrées les plus reculées et les plus impénétrables de la planète. C'est une immense plaine, traversée par le Nil, encore à l'état sauvage. Ça, c'est une histoire un petit peu édénique, je dirais, que les Anglais ont trouvée en arrivant. Et les Anglais ont justement décidé, à l'époque, de ne pas intervenir dans cet ensemble qui était pour eux difficile à pénétrer. Et ils ont voulu en faire un zoo humain. C'était l'expression qu'ils ont employée, en disant il ne faut pas toucher à ces peuples qui sont les héritiers du jardin d'Éden, qui vivent tout nus dans une sorte de paradis, entre guillemets, avec beaucoup de moustiques quand même, et de mouches tsetse, et quand même un monde extrêmement rude, mais auquel les gens étaient parfaitement adaptés. En fermant la frontière avec le Nord, la présence anglaise avait en tout cas interrompu les pratiques esclavagistes. De façon immémoriale, en effet, le Soudan du Sud avait été un vivier d'esclaves pour les Arabes du Nord, qui effectuaient des razzias continuelles dans certaines régions. Il y avait des campagnes de raids d'esclaves, de chasse aux esclaves, en saison sèche, plutôt donc en hiver chez nous, chaque année, et de véritables armées se déployaient. Le sultan du Darfour lui-même avait sa propre armée de chasse aux esclaves et faisait chaque année, c'était durant la saison, on allait chercher des esclaves dans ce qu'on appelle à l'époque le Darfertite ou le pays des Niam-Niam, enfin bon, des régions qui sont aujourd'hui à peu près désertes pour certaines. C'est toute la partie ouest du Sud-Soudan parce qu'il y a eu vraiment une dévastation totale. À l'indépendance de 1956, les descendants des esclavagistes musulmans du Nord durent cohabiter avec les animistes et les chrétiens du Sud. Donc pour ces élites islamistes qui sont au pouvoir aujourd'hui, eh bien, le fait d'avoir un tiers du pays qui était occupé par des tribus animistes et plus ou moins christianisées, c'était une sorte de honte. C'était une sorte de responsabilité civilisationnelle de convertir ces gens-là à l'islam, si c'était possible. Il y avait aussi une branche qui disait « mais non, mais de toute façon, ils sont tellement arriérés qu'il vaut mieux les laisser prendre leur indépendance ». Il y avait ce débat chez les islamistes à l'époque, au sud, dans toute cette dévastation. Les gens avaient repris la mémoire des raids d'esclaves. Et donc, ils considéraient que c'était une guerre contre les Arabes, avec l'idée que tous les gens du Nord étaient des esclavagistes et qu'il fallait se séparer. C'est ce qui s'est produit en 2011 lors du référendum, avec la bénédiction du monde entier. J'avais proposé aux producteurs de me rendre au Soudan du Sud sans avoir mesuré les difficultés qu'une telle entreprise représentait. Il était difficile d'entrer dans ce pays sans courir des risques disproportionnés. Il valait mieux se mettre dans le sillage d'une organisation non gouvernementale. Je découvris que l'une des plus importantes sur place, présente depuis 1992, était MEDER, spécialisée dans la réponse aux situations d'urgence absolue et aux premiers besoins des populations sinistrées. MEDER répondit favorablement à ma demande après avoir consulté l'équipe présente sur place. I think you could stay with us, and also if you would travel to field sites, you will also stay with us. I would say it's much safer to stay with us because we know what is going on in the country, and so if there's an insecurity and our country director or management decides to evacuate the team, then it would mean that you also have to be evacuated. After sunset, we basically are not allowed to leave unless there's a major emergency and you have to go to the airport or something. J'allais effectuer mon retour au Sud-Soudan, un retour dans un lieu où je n'étais jamais allé, bien sûr. Mais je savais que d'une certaine façon,
Je remontais là dans le temps, vers un temps très ancien, vers un état d'anarchie, d'épidémie, de famine, dont nos cultures industrielles nous ont fait perdre la mémoire. Un pays où 48% de la population est en insécurité alimentaire. Dès mon arrivée dans la capitale, je rejoignis le compound de l'ONG, c'est-à-dire son quartier général dans le pays. Des travailleurs humanitaires venus du monde entier y œuvrent avec la National Team, l'équipe locale de Soudanais du Sud. Le compound est un camp retranché, gardé et protégé d'une attaque éventuelle. Il apparaît que les violences sont rares ces derniers temps, mais le Soudan du Sud demeure le pays le plus dangereux du monde pour les travailleurs humanitaires. La Croix-Rouge vient de suspendre ses opérations dans les provinces du Sud à la suite du meurtre de l'un de ses chauffeurs. Plusieurs ONG ont quitté le pays et il n'y a même pas d'ambassade française. Il n'est pas possible de seulement sortir marcher dans les rues. Tous les déplacements se font dans des véhicules soigneusement verrouillés et il ne faut pas penser sortir une caméra. Tout est difficile ici et particulièrement filmé. Parmi les ONG encore présentes au Soudan du Sud, les agences de l'ONU, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières ou Action contre la faim, celle-ci est une des plus actives, fidèle à sa vocation d'aller là où les autres ne vont pas ou ne vont plus. Le danger est toujours présent. L'an dernier, des troubles ont éclaté, un hôtel a été attaqué à Djouba et par sécurité, une grande partie de l'équipe de MEDER a dû être évacuée vers le Kenya voisin, l'autre restant retranché dans sa base. Je ne serai là que 2 semaines et il faut me résoudre à ne voir du pays que les parties où MEDER est présente et seulement si les conditions de sécurité sont réunies. Nous rendons visite à un camp de personnes déplacées voisin, géré par l'ordre catholique salésien de Don Bosco et dirigé par un missionnaire indien, le père David. 4000 personnes vivent là. Don Bosco scolarise ici plus de 6000 enfants de toutes les tribus du pays, venus du camp et du voisinage. Les gens paraissent fatigués, hébétés, et il est difficile de leur demander par quelles épreuves ils sont passés. Exactly 4 days back, one of the girl who is in kindergarten, 6-7, maybe 6-7 years old, has been late. 6 to 7 years old girl. I was carrying her in my arms to a hospital. So we made the mother to come, made them to sit and told them, please, happened is happened. I know it's very hard. It's happened is happened. Can we proceed from there further? Because you go to the police station, sometimes there may be justice, or many times it's difficult to get a justice. She came from Yei, she walked for 5 days. From Yei to here, on foot she came. And when she came to Juba, she heard about Don Bosco and the camp. She has to leave, that is the reason. She has nowhere to go. And she knows by staying there it is very dangerous, so she has to leave. Where is your husband? Is he also here? He's a soldier, he's in Malakal. Are you sure that he's still alive? Can you be sure that he's alive? She doesn't know whether he's alive or dead because she has not communicated, no? So, And how was it possible for you to carry like 3 children, being pregnant with one? How did you make it? Like 5 days of walking? That's an incredible. And there are some people on the road they helped I mean, not in the road, but those who are trying to walk with her. No? Our camp is a multicultural or a multi-tribal camp, and most of their husbands of these women who are here are soldiers. When we opened the school, we
we had a cultural show. So we told the children, you prepare something and come. And you know, believe me, more than 99% of the children came with a bow and arrow and a gun. Not the real gun, but they made it with this whatever, with the sticks or whatever. No? But thing is also, you see, their own fathers were killed in front of them. What do you expect them like? No? And it's quite difficult for them. But I'm sure in the future things will not be the same. We only said only through education we can bring change. Within the camp, we are having more than 6,000 children are coming to study. And I see these people are coexisting. For me, it's a miracle. So, change is possible. Nous nous rendons à la rencontre des Soudanais du Sud sur les sites à travers le pays. Les paysages que l'on traverse me rappellent ce que Marc Lavergne me disait à Paris. Le centre du Soudan du Sud, c'est la cuvette du Haut-Nil. C'est-à-dire que le Nil se perd dans des marécages. Donc on a une population là qui est amphibie pratiquement. Donc ce sont des gens qui sont tout à fait autonomes puisqu'ils vivent en prélevant le sang et le lait du bétail. Et ils mangent du sang caillé ou bien du lait sous toutes ses formes. Et ils ne consomment pratiquement pas de viande. Donc des sociétés en bonne santé, même sans avoir de soins médicaux, qui n'avaient pas d'épidémie, qui vivaient dans des cattle camps, c'est-à-dire en symbiose avec leurs vaches, qui sont presque considérées comme des êtres humains d'ailleurs. Il y a vraiment une vie et un attachement très fort entre les hommes et les animaux. Le bétail a longtemps été au centre de la vie, de la culture et de l'économie locale. Il est vital pour la survie et constitue le bien le plus précieux, mais est aussi l'objet de toutes les convoitises. Et hélas, la cause de querelles immémoriales. Aujourd'hui, les ressources pétrolières ou minières sont une nouvelle source de richesse et donc de convoitise. L'identité de chacun est ici souvent associée à son appartenance ethnique. Dinka, Nuer, Chiluk, Bari, Lotukos, Pojulus, Langos ne sont que quelques-uns des noms des tribus dites nilotiques. Les tensions entre les groupes ne sont pas nouvelles, et selon l'anthropologue Evans Pritchard, les rivalités sont parfois inscrites dans l'imaginaire des mythes fondateurs. Dans une nation encore jeune, où la puissance publique est en construction, la violence individuelle est souvent tenue pour l'unique manière de régler les conflits, appelant à son tour d'autres violences, engageant parfois des groupes entiers. Au nord-est, à Maban, se trouve un camp de réfugiés où l'ONG intervient depuis 2012. MEDER est une organisation d'inspiration chrétienne et tous les matins avant le départ, on se réunit pour prier et chanter. I appreciate the fact that MEDER is motivated by our faith in Jesus Christ and his command to care for people in need. And that I have a chance to work with people who really love the Lord and want to love others well and follow His command to love others. I also find it very encouraging and hopeful to work with a group of people who really have the hope that God is reconciling this world to Himself. We have a clear mandate that we are not seeking to proselytize or evangelize, and we have a value of integrity. We want to be trustworthy and truthful in all that we say and do, and also with that. So if we say we don't do it, we don't do it. It's not that we are trying to convert people or that people have to follow a certain faith to be able to receive assistance from us. We are impartial. Anybody who is in need receives assistance from us, but it does not depend on their gender, ethnicity, tribe, culture, race, religion at all.
It's a country with an immense amount of need. I've worked in 5 other humanitarian contexts and I've never seen this kind of need on this scale. And with the difficult, complex environment where it's not only insecurity that makes it hard to reach people, but even just the muddy conditions on the roads, the swampiness of the terrain, because it's hard to reach. Les camps hébergent principalement des Soudanais du Nord, chassés de leur pays par un autre conflit. La frontière n'est qu'à quelques kilomètres. 42 000 réfugiés sont pris en charge. المشاكل بتاع الهلة هنا بنلقى الأطفال يعني الناقص عليهم كثير هو التغذية ما في عشان الطفل يتغذى به ذاته جسمه يكون شو دم ما في ده هيو قاعدين نلقوه في الهلة هسي بقول هم مرتاحين في المعسكرات ده الجو فيهم والتاب فيهم هسي بقى يرفع يدينهم لله عشان الله يجيب لهم السلام لأن هنا هم ما مرتاحين ناس ما بريهم تمشي الغابة بدقوه تقطع شجرة بودوك المحكمة حاجات ده كله بقى لهم سبب عشان بقى يصلوا لله عشان الله يجيب السلام يمشوا À la maternité du camp de réfugiés, une femme prénommée Jamila s'apprête à donner naissance à un enfant. They came from Sudan, Blue Nile in 2012. I'm right here from the beginning. The situation was very, very terrible. And then you find that there are many sickness because these people came a long way and even there is no food. You find that the body immunities of the refugees, they are low. And with the malaria even, you will see that all the people are lying just around. You see, yeah, but as the NGO comes and whatever, there is improvement a lot now. When the NGO leave them alone, and then they cannot really survive. My personal history also have been a refugee in Uganda, so I left South Sudan in 1994, and then I went to a refugees camp in Uganda. So I stayed there for 21 years. And now as I have a heart of coming to South Sudan and then to serve the people in South Sudan, like especially when I heard that there is a refugee from Northern Sudan, they came in South Sudan, as I've been also a refugee, and then I have a heart of coming up to here to serve them. And right now, and my family, they are still in a refugee camp in Uganda.
how many years after we got independence, and then there is no much change, really. You see, up to now, there is no much change. The war is still continuing. It's still continuing. That's why you see other people tonight try to go for asylum outside. You see, they are going for asylum because they don't see the future now in South Sudan. I was saying some of the patients, you might see them just come in the facility and you observe the person is depressed, is looking sad, and after when you have received the person, you start to make our vital sign, or you carry out, you want to rule out whether she's really sick or she's having malaria and all those. So sometimes we might rule out and find that there's nothing wrong. You find all the vital signs are okay, but you are seeing the person is depressed, and you start to ask whether there is any problem, even at home or personally she is feeling any problem, and might start to tell you that I've lost all my people and I've remained alone, and really you see you need to give some counseling and psychosocial support to just a person. And of course we have to let them know it has happened, and the best to do is to accept the situation and to let life go for her. Jenna, beat, yay, beat quiz. Delivery room with a little baby coming into the world was really special. I'd never experienced anything like that, and yeah, it was just a unique experience. The mother giving birth was just like as stoic as ever. She did not make a sound. It was her 10th baby, and she's only 37 years old. So she knows what she's doing, and yet even in the pain, no screaming or shouting or moaning, literally just silence, and you could see the beads of sweat on her face, and her eyes would close from time to time as she pushed, but just really, this is the job and this is what I do kind of thing. But yeah, the minute that little baby came out, little girl, and started to cry, it was just seeing a life come into the world. And there were a few complications at the end, trying to get the placenta out, and it was a real sign for me that it's so great that we've got this clinic there, because had that happened if the woman was delivering at home, they would have been in real trouble. They would have had to rush her to the hospital, which would have been on a donkey cart, if that. And it would have taken several hours probably, and she may have lost her life as a result. The most impressive thing in South Sudan, the people, their resilience, their beauty inside, their capacity of love, in despite of all the needs and the challenges they face. They keep smiling, they keep facing their challenges, and they keep moving forward. And this is something beautiful that I really, really deep admire. Psychologically and emotionally, it is very challenging to work in a conflict zone, in an area where there's just so much need and suffering. But I think, I find personally my strength is that the time that I take to pray and to recognize that even though I'm not in control of this and what happens to all the people we work with, I have my part to play in helping and relieving suffering. Yeah, but by then, these are all 10.
but we are the one who built all this. Media's house. Media came in and opened a clinic in South. Now we left South, we have attended to RI. They are using for life. Les réfugiés n'ont pas seulement besoin de dispensaires où se faire soigner, mais aussi d'eau potable, de latrines et d'informations sur l'hygiène, comme la nécessité de nettoyer soigneusement les récipients contenant l'eau. Mama. This is our care group, number 2. We are here today for sessions teaching. Here the promoter will come and teach the lead mothers. The lead mothers are 12 in number, and the promoter, when teaching, giving lesson to the lead mothers will carry this to their neighbor women. Behavior change needs a lot of time, not easy job. People are used to something else and you want to change their behavior into something else, which is positive, and it is very difficult. يلا صورة سيبنا La religion est une énigme au Soudan du Sud. 60% des gens se déclarent chrétiens sur un arrière-fond animiste prégnant. La sainte nationale, dont le portrait est dans toutes les églises, est une ancienne esclave, Joséphine Bakita. Le catholicisme fut apporté au XIXe siècle par le missionnaire Saint Daniel Comboni, qui laissa après lui une puissante organisation évangélisatrice, active plus que jamais de nos jours. Les missionnaires témoignent des difficultés d'évangéliser en profondeur des peuples ravagés par la division et les traditions de vendetta. At that time, Peter came up and said to Jesus, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? And Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. And the Old Testament expresses this very common human attitude with the slogan, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. And we see this principle at work so often in the world. Even here in South Sudan, our situation of crisis, our civil war, is caused by an application of this Old Testament. Remember, that revenge will not solve any problem. It has just caused death, abuses, rapes, famine, thousands and thousands of refugees. The culture here is more, let's say, resistant. And perhaps, I don't say hostile, but a bit more aggressive. If you were to ask me, how do you enculturate the gospel in this situation of war, of revenge,
of abuses, something awful taking place with more than 1 million refugees running away from the country because of the insecurity. If you ask me what it means enculturation in this context, I would have some difficulties to answer. When you have your brother was killed brutally by a certain member of a certain tribe that might be your neighbor, it might be really difficult to forgive. People are sensitive, I think, to the gospel. If really they are instructed, helped, inspired by the attitude of Jesus, especially Jesus himself, who forgave those who were killing him. I think not all, but many people will be able to forgive. So we have still a long way to go. I think here the church is still at the beginning. It's still at the beginning. Still at the beginning. De Djouba, nous repartons pour Hawaï, au nord-ouest, où a été mis en place un dispositif de réponse à l'insécurité alimentaire qui est apparu soudainement. Ici, c'est la faim que les ONG tentent de réduire, après de mauvaises récoltes, l'afflux de déplacés et l'insécurité ambiante. Nous visitons des villages dont l'aspect ne diffère pas tant de celui des camps de réfugiés. Mêmes habitations précaires et délabrées. Au Soudan du Sud, la plupart des visages qu'on croise, des regards, ont eu à vivre des événements tragiques. Ce sont ces regards que j'emporterai avec moi. Comment penser que ces gens, dénués de tout, dont le mode de vie est inchangé d'aussi loin que l'on remonte, pourront trouver leur place dans l'univers industrialisé des pays du Nord? Ceux qui y parviendront, seront-ils autre chose que des esclaves modernes? Sometimes they come more than 3 hours. They used to come here, putting. 3 hours walking? Yes, 3 hours walking. Yeah. Children under 5 are most vulnerable to malnutrition and the effects that it has on them. It really weakens their immune system, it gives heart problems, intellectual problems, bone density, they don't grow in the right way. So it really, if they don't get treatment, they are doomed for their lives. Like they're going to open themselves up to severe complications later on in life. There's also a tradition in South Sudan where the men eat first, so they will often get fed beforehand and the women and children get left to the end. So there's not as big of a crisis with the men as there are with the women and children at this time. So, me have started. It's about the before I come out of the planet. So whether those people are flying from there. Oh God, we praise and glorify Thee for Your grace on South Sudan, the land of great abundance. All are united in peace and harmony. Oh motherland, we rise, raising flag with the guiding star and sing song of freedom with joy. For justice, liberty, and corruption.
is fighting shall forevermore. Great patriots, let us stand up in silence and respect, saluting our martyrs whose blood cemented our national foundation. We go to protect our nation. Oh, God bless our Sudan. Peter and Kian Kadame. Most of the people are very devotees. I wish you are here on Sunday. Sunday we have 3 masses here. Church is full. Church is packed. People come to church. They pray, they sing, they dance, everything is there. But I have a strong feeling sometimes that Christianity did not get into our blood. It is still on the skin. So I strongly believe in one thing is what was communicated on the topmost. It is not getting into the down people. Maybe because we are not having many means of transferring the message. Second thing is also, if you look at it, that healing has not been done in many people, no? That healing. But for me, I always pray that at least before I leave, I want to see peace. Because people are really tired. There is one lady, recently I buried her here. In 2013 war came, she told me same thing. 2016 she told me, Father, I was born here. I was born in South Sudan. Then I went to Khartoum as a refugee. From Khartoum I went to Kakuma camp as a refugee. From Kakuma I came to Uganda as a refugee. From Uganda I came back to South Sudan because peace came. I was moving around, I came back. Now the war broke out in South Sudan and this is my country. Now whom shall I run from? Why am I running? Do I have to run from my brothers? As she told me, if death comes, she will meet, death will find me here. I am not running. I am tired of being a refugee. I don't want to be a refugee anywhere. Le message aussi, maintenant en plein guerre, le message de Jésus-Christ, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour des centaines, des milliers de gens qui ont plus d'espoir. Le pape François, il disait toujours en anglais « Am I my brother's keeper ?» Est-ce que c'est moi qui est responsable pour mon frère? Il parlait de ça en voyageant à Lampedusa, par exemple, là où il était. Il disait vraiment qu'il faut reconnaître qu'ici, devant nous, sont nos frères et nos sœurs. On est tous une famille, c'est une famille humaine. Ça fait partie de ça, c'est de nous mettre dans les souliers des autres. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles, en fait. Le message, c'est un message, c'est pas 6 ou 7 messages, parce qu'on a l'Église catholique, les anglicans, etc. C'est un message chrétien. Ici, on dit « the church ». L'Église, c'est pas les églises, c'est l'Église. Quand on a, par exemple, il y a une lettre qui est écrite par le Conseil de l'Église, dit « the church in South Sudan », l'Église au Soudan du Sud. Ici, on comprend peut-être avec une acuité tragique
la nécessité du message de paix porté par Jésus il y a 2000 ans sur terre. Au retour de Juba, je fais une escale en Égypte. En comparaison, ce pays semble paisible. En tout cas, j'y redécouvre la liberté de circuler. C'est pourtant une nation en crise et des dizaines de milliers de réfugiés, légaux ou illégaux, vivent là. Les missionnaires comboniens jouent leur rôle à leur côté et à la mesure de l'exiguïté de leurs moyens. Les gens qui sont ici, je veux dire, ils ne sont pas là pour s'installer. Ils sont toujours là comme des gens de passage. Et sinon, ils ne sont pas là pour s'installer, puisqu'il faut le reconnaître, la société égyptienne n'est pas si accueillante comme telle. Cette jeunesse, ce qu'elle a vécu, elle est presque peut-être déboussolée ici. Alors si nous essayons de faire peut-être chaque année des sortes d'ateliers, des workshops, pour justement les aider, les faire prendre conscience de la situation qui est la leur, comment vivre dans ce monde-là. C'est pourquoi on essaie d'envoyer sur certains jeunes, à certains centres, ils peuvent apprendre des métiers, mais tout cela justement au frère de la paroisse, justement pour qu'ils ne soient pas désœuvrés, qu'ils ne soient pas justement tentés par cette idée de risquer la vie sur la mer Méditerranée ou les déserts par où ils passent, où ils peuvent tomber justement proie aux gens qu'il faut de trafic humain, puisqu'il y en a beaucoup aussi de ce cas-là. You know, all the South Sudanese, like not all of them, like let us say 95% of the South Sudanese in Cairo, their dreams is to go to European countries. And the other 5%, they need to go to South Sudan. But all of them, they have dreams and hope. All of us as a human being, for me, I dream to be having a good school, to finish university, to have a good job, to have a good career, to get a good education, and also to have a family. Those things are very important in life. But those things will not be available in South Sudan, because South Sudan, I don't speak in politics, but South Sudan, the future is unknown. There is no future. The future is unknown. Like you don't know what is going to happen. Hope, for sure. I have hope. Without hope, we cannot live. Je rentre en Europe par les chemins de l'ancienne Grèce. Bien sûr, les problèmes n'y manquent pas, ni la souffrance, mais comment comparer avec l'anarchie sud-soudanaise? Que faire envers ces malheureux? On ne commande pas plus la compassion que l'on ordonne d'accueillir. Certains disent que ceux qui viennent ne font qu'apporter avec eux le chaos qu'ils fuient, et qu'il vaut mieux aider les peuples à sortir de l'anarchie chez eux que de les inviter dans nos vies. Le Soudan du Sud est le pays le plus pauvre d'Afrique. Et dans un pays où il n'y a pas de route, pas de chemin de fer, peu d'infrastructures, pas d'éducation, il est difficile de sortir de l'implacable mentalité tribale. Alors que faire? Chacun en la matière est renvoyé à sa conscience. Encore faut-il prendre connaissance des tragédies que fuient certains de ceux qui parviennent jusqu'à nous.